Deux événements qui sont aussi condamnables l'un que l'autre. Le premier événement, c'est l'interpellation musclée d'un élément de la garde républicaine. Ça ne se fait pas. Il ne faut pas tourner autour du pot. Ce que nous avons vu n'était pas normal. La garde républicaine est un corps d'élite. Ce soldat n'avait d'autre choix que de défendre son arme. Il ne faut pas oublier qu'au terme du code militaire, une des premières responsabilités du soldat, c'est de protéger son arme. Il encourt jusqu'à 10 ans de prison au cas où cette arme se perd. Donc c'est normal qu'il se défende. Après, qui a la responsabilité de la régulation de la circulation routière? Qui en détient les prérogatives? Peut-on se faire justice soi-même? À toutes ces réponses, évidemment, la réponse est non. On peut comprendre, parce que nous avons pu constater qu'il y a une espèce d'habitude qui s'est installée dans les tenants de la jeune pouvoir, de se substituer par volontarisme à d'autres institutions pour essayer de régler les problèmes. Nous avons souvent vu ça sur la route, les roues percées, des interpellations pour muscler pour une régulation de la circulation en dehors de leurs attributions institutionnelles. Ça part certainement d'une bonne volonté, celle des présidents de la République, et d'amorcer dans une fantasmagorie nostalgique le redressement moral de la société, parce qu'on est tous un peu enfermés dans ce fantasme. On entend souvent dire que l'AFDL, quand l'AFDL est arrivé, ça va être la chicotte dans les coins de rue, qu'on a redressé les quinois, les taximans et la circulation routière. Mais ça, ce n'est pas valable en République. En République, la seule norme qui compte, c'est celle de la règle de droit. Non seulement je dis cela, mais je l'affirme. Je n'ai pas la conviction que dans le cadre de la séparation des pouvoirs, le rôle du Parlement est celui de la régulation de la circulation. Le rôle du Parlement, c'est le vote des lois, le rôle du Parlement, c'est le contrôle de l'action gouvernementale. Et dans ce cadre-là, l'Assemblée nationale pourrait interpeller le ministre de l'Intérieur, de qui dépendent les services compétents de gestion de la circulation routière, pour constater et demander des explications sur les violations répétées du code de la route par certaines autorités ou certaines personnes qui, de façon abusive, usent des prérogatives de puissance publique qui sont, il ne faut pas l'oublier, reconnues aux détenteurs de l'autorité publique, mais dans des circonstances exceptionnelles. Je vous donne un exemple. L'utilisation des voies non autorisées dans la circulation, ça veut dire les sens interdits, peut s'expliquer dans le cadre d'une urgence républicaine. Un ministre, une autorité est par exemple commissionné par le chef de l'État pour recevoir un chef de l'État étranger. Les embouteillages sont là, le chef de l'État attendu doit atterrir dans 5-10 minutes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Informer le ministre de l'Intérieur, qui informe le patron de la police routière, qui informe les éléments sur la route pour dire un cortège va se prendre un sens interdit pour régler tel problème et pour atteindre une cible à tel moment. C'est comme ça que ça se passe. Et ce sont des prérogatives et des privilèges de puissance publique, mais qui ne peuvent être usés et utilisés que dans des circonstances spécifiques et particulières. Il y a des abus, et tout cela, effectivement, le Parlement peut s'en saisir, mais dans le strict respect des attributions qui sont les siennes. Et quelles sont-elles? C'est le contrôle de l'action gouvernementale, dans le cas d'espèce, qui est l'instrument à la disposition de l'Assemblée nationale. Moi, je suis un fervent défenseur du respect des prescrits constitutionnels et des délais que nous savons inscrits dans la Constitution et des règles que nous connaissons. Nous n'avons pas à être pour ou contre, c'est un impératif. Les élections doivent avoir lieu en 2023. L'équipe de la Commission électorale nationale indépendante est complète. Nous félicitons
les acteurs de l'opposition qui ont complété cette liste, Agé Matembo, Manara et Tokole, que nous connaissons tous très bien. Nous les encourageons à être à la hauteur de l'audace dont ils ont fait preuve, ça veut dire aller véritablement représenter les intérêts de la contradiction nécessaire à la mise en place d'un processus électoral réellement transparent qui garantira une stricte symétrie entre les suffrages exprimés par le peuple congolais dans sa volonté de sanctionner positivement ou négativement ceux qui dirigent ou de donner une chance à une autre vision de la gestion de la République par une proclamation juste des résultats électoraux. Donc une stricte symétrie entre les suffrages et les résultats qui seront proclamés. Voilà leur mission, cette mission de contradiction et de surveillance, qui doit être complétée par une surveillance tous azimuts de la population. Il ne faut pas oublier qu'on parle souvent du travestissement des résultats électoraux en République démocratique du Congo, aussi bien au niveau législatif, provincial que présidentiel, mais on oublie qu'à part la condamnation qui est faite directement aux acteurs dirigeant la CENI, il y a une responsabilité du peuple lui-même, les chefs de bureau de vote, les électeurs qui constituent les mules, qui accompagnent la tricherie et qui pensent ainsi agir utilement pour leur camp, ne doivent pas oublier qu'eux aussi ils doivent s'amender. C'est pour ça que la surveillance citoyenne est essentielle et importante. Nous pensons que c'est la seule garantie pour que les élections de 2023 soient à la hauteur des enjeux escomptés. Les enjeux pour 2023, c'est avoir les premières élections démocratiques et réellement transparentes de la République démocratique du Congo. En 2018, l'enjeu principal, c'était l'alternance. En 2006, c'était l'organisation des premières élections pluralistes et l'installation d'institutions démocratiques. En 2011, c'était la confirmation de la solidité des institutions. En 2023, ce sera la transparence. Donc la vigilance devra être tous azimuts. Et nous savons que si le peuple congolais se montre vigilant, l'équipe de la CENI n'aura pas d'autre choix, malgré les soupçons supposés des acteurs de certains camps, de faire ce qui est leur obligation constitutionnelle et réglementaire. Organiser des élections et proclamer ceux qui seront réellement élus. Écoutez, le président de la République a représenté notre pays en tant que président en exercice de l'Union africaine. Il a fait comme tous ses prédécesseurs à cette fonction, accompagner le difficile processus d'intégration multiforme de l'Afrique. C'est une tâche complexe et difficile qui souvent se réduit à du protocole dans la mesure où l'intégration africaine est un processus qui n'avance pas réellement du fait des lourdeurs liées à la diversité des intérêts. Les processus d'intégration reposent sur deux objectifs fondamentaux. Le pouvoir de négociation, ça c'est la dimension géopolitique, et la recherche des économies d'échelle, ça c'est la dimension géoéconomique. À côté de cela, le préalable, il y en a essentiellement deux, mais liés à un seul axiome, c'est la recherche des points de convergence. Il faut des convergences réelles, il faut des convergences nominales. Arrêtons-nous aux convergences réelles, pour vous montrer pourquoi c'est complexe d'être le président en exercice de l'Union africaine. Une des convergences réelles, ce sont les structures de fonctionnement de l'État. Ça peut être les indicateurs subjectifs en termes de capacité d'évaluation, comme le niveau de démocratisation d'une société. Nous sommes encore dans un continent où ce critère de convergence réelle rencontre des difficultés, parce que en Afrique, il y a encore des coups d'État. Parce qu'en Afrique,
il y a encore des problèmes sur la crédibilité des processus électoraux. Donc, lorsque vous intégrez tout cela, vous vous rendez bien compte de la complexité du rôle qui peut être celui du président d'exercice de l'Union africaine. Les intérêts sont tellement divergents qu'en réalité, le président en exercice n'a qu'un seul rôle, c'est celui d'assurer le protocole. Parce que les problèmes de fond, comme les structures institutionnelles de chaque pays, n'ont pas été mis en avant avant d'intégrer la validité des processus d'intégration. Qu'est-ce que l'Union africaine fait lorsqu'il y a un coup d'État au Mali? Pourquoi est-ce qu'il y a un coup d'État au Mali? Peut-être parce que, dès le départ, les structures qui garantissent et qui pourraient permettre au Mali de ne pas faire face à un coup d'État n'ont pas été considérées comme un préalable à l'adhésion du Mali à l'Union africaine. De la même façon pour la Guinée, et demain, nous ne savons pas dans quel autre pays, nous avons les mêmes problèmes au niveau du Soudan et de la Somalie. Ce sont des problèmes extrêmement complexes et je pense qu'il serait prétentieux dans un sens positif, tout comme dans un sens négatif, de porter des jugements péremptoires sur l'efficacité ou pas d'un mandat à la tête de l'Union africaine pour quiconque sera président en exercice. Tout au plus ou tout au mieux, ce qu'un président en exercice peut espérer faire, c'est faire avancer la mise en place de différentes institutions d'accompagnement à l'action de l'Union africaine dans les différents processus d'intégration. La ZLECAf, je sais par exemple que le chef de l'État de la République démocratique du Congo est un fervent défenseur de la ZLECAf. Et nous espérons que durant son mandat, les efforts ont été faits pour rapprocher l'Afrique de ces perspectives. Voilà. Mais écoutez, la politique, c'est un exercice quotidien de service à la nation. On y adhère soit par ambition, parce qu'on est dans une approche situationniste et opportuniste, soit par vocation, parce que on pense à l'État, à la République, au sens de Gambetta, être un homme au service de son pays, au service de ses institutions, au service de son avenir. Et dans ce cheminement-là, nous avons l'avantage d'avoir un parcours politique qui nous a permis de faire le tour de la question et d'avoir une véritable expertise, aussi bien politique que institutionnelle sur le Congo. Et c'est cette expertise que nous sommes donné pour mission d'accompagner par une action politique centriste à travers le mouvement politique que nous dirigeons, qui est le centre, qui rassemble des personnes de différents horizons et qui pensent que la politique congolaise doit arrêter d'avancer dans une logique clivante pour être dans une logique de fédération des intelligences, de rassemblement des forces pour le développement de notre pays. Donc ce combat, c'est un combat de tous les jours, c'est un combat qui peut être difficile, mais c'est un combat exaltant. Donc nous portons bien dans notre peau de président du centre, dans notre peau de politicien congolais, dans notre peau de visionnaire, puisque nous distillons dans la société congolaise une nouvelle vision politique qui est celle du centrisme. Et nous pensons que c'est un cheminement qui prendra des années, mais qui sera le cheminement et l'engagement de toute une vie.